Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 13 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, on va faire un truc un peu court, un peu instantané, un peu improvisé même on peut dire. Aujourd'hui, j'avais envie de faire avec vous, et vous allez voir pourquoi je dis ça, de faire avec vous et de parler d'un des tout meilleurs jeunes joueurs de NBA, à mon sens en tout cas, c'est l'intérieur de Memphis, Jaren Jackson Jr. Alors, pourquoi Jaren Jackson Jr. Très simplement, je vous raconte l'histoire. Je regardais le match entre Memphis et les Lakers, donc avec une victoire de Memphis, et à un moment donné, Jaren Jackson Jr. met un 3 points très impressionnant. Mais c'est vrai que du coup, sur le moment, en voyant ce tir-là et en me rappelant, je l'avais scouté à l'époque de Michigan State avant la draft, je me rappelle que c'était pas forcément une force évidente de son profil, et à l'inverse, en NBA, on sait que c'est plutôt un très bon shooter, qui a fait des trucs assez impressionnants. Donc, l'un dans l'autre, en voyant ce 3 points, je me suis dit, c'est vrai que je connais pas le pourcentage au lancer franc, cette fois, de Jaren Jackson. Je sais pas ce qu'il vaut au niveau NBA, au niveau de la ligne des lancers francs. Et donc, tout simplement, direction Basketball Référence. Et là, grosse surprise. Vraiment grosse surprise. Alors, pas sur les lancers francs en eux-mêmes, je crois qu'il est autour des 83-84% au lancer franc cette année, mais par contre, c'est vrai que, quitte à être sur Basketball Référence, sur la page de Jaren Jackson, du coup, je me suis dit, je vais jeter un œil, je vais regarder 2-3 trucs. Et là, donc, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, qui m'a vraiment surpris, pour le coup, sur lequel j'étais passé complètement à côté sur ce début d'année, sur cette première moitié de saison 2022, c'est sa réussite au tir de manière générale. Son efficacité, ou plutôt son manque d'efficacité, au scoring individuel. Et c'est vrai que pour le coup, ça m'a un peu surpris, puisque moi j'étais un peu dans l'idée que Jaren Jackson faisait une bonne saison. Et fait une bonne saison. Parce que notamment, il est revenu de blessure, il est un peu plus en forme que l'an passé, que défensivement, il remontre des choses très 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 intéressantes, notamment que en attaque, Memphis tourne très bien, et même que lui-même a fait certains matchs, certaines pointes au niveau du scoring, vraiment très impressionnantes. Donc du coup, l'un dans l'autre, c'est vrai que j'étais un peu dans cette idée que Jaren Jackson faisait une très bonne saison, dans sa globalité. Alors que là, pour le coup, c'est vrai que le chiffre d'efficacité, ce qui est peut-être la chose la plus importante, l'efficacité, plus que le volume, plus que les points par match, etc., c'est vrai que là-dessus, il fait une plutôt mauvaise saison. Et donc, ce que je me suis dit, très simplement, c'est que plutôt que de creuser tout seul dans mon coin, je me suis dit, je vais allumer le micro, on va se faire un podcast ensemble, et comme ça, on va pouvoir faire le processus ensemble et essayer de vous montrer comment est-ce qu'on peut essayer de décortiquer et de déchiffrer un tel joueur du point de vue des stats. Pour l'instant, on a cette stat très générale et très globale du field goal percentage, sur lequel Jaren Jackson est plutôt mauvais, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant que, ensemble, on fasse un peu les démarches et le processus pour essayer de voir où est-ce qu'on peut regarder, comment est-ce qu'on peut regarder, comment est-ce qu'on peut décortiquer, comment est-ce qu'on peut expliquer certaines choses et d'autres d'un point de vue des stats. Et donc je dois dire que, pour le coup, j'ai pas du tout creusé. J'attendais de le faire pendant ce podcast, en temps réel, entre guillemets. Et donc je sais pas à quelle conclusion on va bien pouvoir arriver. Je sais pas si on va dire que, non, finalement, l'efficacité, le chiffre de field goal, il est plutôt à relativiser. Je sais pas si on va dire, oui, il est vraiment très inefficace. Je sais pas si on peut dire que il est pas si inefficace que ça, mais il a pas été très chanceux, etc. Je sais pas où est-ce qu'on va arriver. On verra bien quelle conclusion on en tirera à la fin. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va tenter de décrypter le scoring individuel et les statistiques de la saison 2022 de Jaren Jackson Jr. Bienvenue dans le Basket Lab.
Jaren Jackson Jr. Bon, la stat de base, le point de départ, donc je vous disais, on est sur la page basketball référence de Jaren Jackson. Et donc, la stat qui m'a un peu tapé dans l'œil, c'est son field goal percentage. Donc, vous connaissez évidemment, je pense, le nombre de paniers marqués divisé par le nombre de paniers tentés. Donc, son efficacité au tir. Et donc là, c'est vrai que il est à 40,9%. 40,9%, donc quasiment 41%. Et donc là, deux choses. D'une part, faut dire déjà que en soi, c'est très mauvais. C'est vraiment très mauvais. Notamment pour un meneur ou pour un arrière, être à 41% de réussite, déjà c'est pas bon du tout. Mais donc en plus, c'est vrai que pour un intérieur, ça fait encore plus tâche. Puisque tout simplement, les standards d'efficacité pour les intérieurs sont quand même beaucoup plus hauts. Le fait est qu'ils prennent des tirs plus proches du panier en moyenne, donc des tirs avec une probabilité de réussite plus grande. Et donc c'est vrai que, voilà, première chose, 41% au field goal général, à la réussite au tir, c'est mauvais. Mais, donc surtout, d'autre part, là où ça m'a d'autant plus tapé dans l'œil, c'est que c'est pas vraiment comme ça qu'on connaissait Jaren Jackson. C'est pas un joueur qui a un passif de joueur inefficace. Au contraire même. Quand on compare avec son début de carrière, on est sur une chute assez vertigineuse de l'efficacité. On est vraiment sur un écart très très conséquent et donc même très concrètement, je peux vous le dire, donc Jaren Jackson drafté 2018, la draft avec Luka Doncic. Je pense qu'on était pas mal à considérer que c'était le deuxième meilleur joueur de cette classe de draft, notamment pour la défense. Mais donc, ce qui nous a d'autant plus surpris, nous qui étions déjà conquis par son profil défensif notamment, c'est qu'il était arrivé en NBA, saison 2019, saison rookie, en montrant de très très belles choses offensivement. Et notamment, au niveau de l'efficacité générale, il était à 50,6%. Quasiment 51% presque. Et donc, sa saison rookie 2019 et actuellement la saison 2022, 41%. Bon, mais voilà, on a 10% d'écart à la réussite. C'est assez énormissime. C'est vraiment très 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 grand. Donc c'est pour ça que j'ai été doublement surpris par cette stat du field goal percentage, c'est que d'une part, Jackson est pour l'instant à un niveau très mauvais, et deuxièmement, c'est d'autant plus surprenant que on le connaissait au contraire pour être quelqu'un de plutôt efficace. Et là, en à peine 3 ans, il est passé de 50%, presque 51, à 41. Donc vraiment assez surprenant. Bon, alors après, le fait est aussi que, normalement, je pense que vous vous en doutez aussi, le field goal percentage, c'est pas non plus une stat très pertinente. Et très simplement, pourquoi ? Parce que c'est une stat qui calcule très basiquement le nombre de paniers rentrés par rapport au nombre de paniers tentés. Et donc, le problème assez évident, c'est que ça fait pas trop la distinction entre les tirs à 2 points, qui sont des tirs beaucoup plus probables, avec des pourcentages plus hauts, une moyenne plus haute, et les tirs à 3 points, qui ont une moyenne bien plus basse. Et donc, évidemment, une des pistes de réflexion qu'on pourra avoir, ce serait de se dire que, finalement, Jaren Jackson, peut-être qu'il s'est mis à tenter des tonnes de 3 points, et que donc, en prenant pas mal de tirs à 3 points qui ont une moyenne bien plus basse, forcément, sans que lui n'ait changé, sans que lui ait un niveau de jeu ou une réussite différente, ça fait que, mécaniquement, son field goal est plus bas. Par exemple, si vous prenez Stephen Curry, qui est le scoreur le plus efficace de ces 5 ou 10 dernières années, avec des réussites incroyables, si vous regardez son field goal percentage, il va jamais être très haut puisque Curry prend des tonnes de 3 points. Donc des tirs où être à 40%, c'est
élite, alors que pour des tirs à 2 points, 40%, c'est pas top. Donc on a vraiment ce problème intrinsèque avec la stat du field goal percentage que tous les tirs sont mis sur le même plan, alors que, en fait, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je vous invite à aller voir la vidéo de Ben Taylor qu'il a fait à ce sujet il y a quelques années maintenant, je crois, où il montre bien par l'exemple de Chauncey Billups contre Ben Wallace, donc les deux joueurs des Pistons. Il montre bien un peu les problèmes avec cette stat du field goal où, à l'époque, Ben Wallace avait un meilleur field goal percentage, une meilleure réussite au tir que Chauncey Billups, mais notamment parce qu'en fait, lui, il prenait que des tirs à 2 points et notamment des tirs proches du panier, alors que Chauncey Billups, il prenait beaucoup de tirs à 3 points, donc des tirs avec une probabilité de réussite plus basse, et il prenait aussi beaucoup de lancers francs, des points qui ne sont pas comptabilisés dans le field goal percentage. Si vous ne le savez pas, je vous le rappelle aussi, mais quand vous subissez une faute pendant un tir, ce tir-là n'est pas compté. Donc imaginons très, très simplement, un joueur qui fait un match et qui tente 5 tirs dans le match, si à chaque fois il subit une faute et il va sur la ligne des lancers francs, et qu'il met ses lancers francs, il va finir à 10 points, mais 0 tir tenté. C'est comme ça. Un tir sur lequel le joueur subit une faute, ce tir n'est pas comptabilisé comme une tentative de tir. C'est comme ça aussi, notamment que, si vous vous souvenez, je crois que c'était il y a les playoffs 2011, le fameux match de Dirk Nowitzki contre OKC en finale de conférence, où il fait, je crois que c'est 48 points sur 12 tirs. Sauf que, entre guillemets, 12 tirs, puisqu'en fait, il y a plein d'autres tentatives de tirs qui n'ont pas été comptabilisées dans le box score, parce qu'il a subi une faute pendant la tentative de tir, et que donc ensuite il est allé sur la ligne de lancer franc faire un record NBA de 24 sur 24, je crois à l'époque c'était. Donc voilà. Pour revenir un peu à Jaren Jackson, on a ce truc du field goal percentage qui est très bas par rapport à ses premières années, par rapport à il y a 3 ans, à 2019, et même par rapport à 2020 d'ailleurs. Si je vous fais un peu l'historique en carrière de Jackson, ça fait 50,6% son année rookie en 2019. Légère baisse, 47% en 2020. Ensuite, donc il y a la blessure à la fin de saison 2020, je crois que c'est dans la bulle. Saison 2021, il fait à peine 10 matchs, on s'en fiche. Et donc cette année, 41%. Donc on a une baisse comme ça de 3 ans de 50, 47 et cette année 41. Mais donc tout ça aussi pour dire que le field goal percentage, presque il faudrait le mettre à la poubelle. On s'en fiche. Surtout aujourd'hui dans l'ère des 3 points et dans l'ère des lancers francs, plus que jamais, finalement le field goal percentage, c'est une information qui nous donne très peu d'éléments pertinents, très peu d'informations pertinentes. Si ça se trouve, Jaren Jackson prend plein de tirs à 3 points et plein de lancers francs, et donc ce serait comme ça, par exemple, que son field goal, sa réussite au tir de manière générale, aurait baissé. C'est tout à fait possible. Et donc là, 2 choses. Première chose qu'on peut faire, c'est regarder la colonne d'à côté, le nombre de tentatives à 3 points. Et là, effectivement, Jaren Jackson est passé de à peine 2,4 tentatives à 3 points en 2019, 2,4 par match, à aujourd'hui, en 2022, 5,7 tentatives par match à 3 points. Donc là, première conclusion, avant même de regarder à quel point il met ces tirs-là, de regarder sa réussite sur ces tirs-là, première conclusion qu'on peut faire, c'est que oui, effectivement, une partie de la baisse de réussite de Jackson, elle est à mon sens à imputer à l'évolution de son profil de tir. C'est-à-dire que même s'il mettait ses 3 points et ses 2 points avec la même fréquence, la même réussite, le fait est qu'en prenant plus de 3 points, forcément qu'il va avoir une réussite plus basse. Bon, et puis, deuxième chose,
Maintenant, on va passer un peu aux choses sérieuses. On va laisser de côté ce field goal pour aller chercher une autre stat. Une autre information beaucoup plus intéressante. Puisque, comme on disait, la stat du field goal, elle a beaucoup de défauts. Donc aujourd'hui, ce qui est beaucoup mieux, c'est d'utiliser plutôt ce qu'on appelle le true shooting, ou alors les points par tir, ce qui est exactement la même chose. Le true shooting, c'est présenté comme un pourcentage, et les points par tir, c'est présenté comme une moyenne de points par tir tenté, évidemment. Et donc voilà, maintenant on arrête de déconner. Regardons au niveau de ce fameux true shooting, ces fameux points par tir, pour voir vraiment où en est Jaren Jackson Jr. Puisque l'intérêt de ces stats-là, de true shooting et de points par tir, c'est que les tirs à 3 points sont revalorisés par rapport aux tirs à 2 points, puisque ça rapporte 3 points. Ils sont plus du tout mis sur le même plan de manière un peu basique et un peu stupide, on peut le dire. Et même dans les points par tir et dans le true shooting, on a aussi les lancers francs. Donc vraiment, pour avoir une meilleure idée de l'efficacité d'un joueur, il faut se tourner vers ce genre de stats. Bon, les points par tir, qu'est-ce que ça donne pour Jaren Jackson Jr. Eh ben là aussi, on remarque une baisse assez significative. C'est-à-dire que, hop, on va sur Cleaning the Glass et on est à 1,19 points pour chaque tir tenté pour son année rookie. 1,19 points pour chaque tir tenté. Et cette année, en 2022, il est à 1,07. 1,07. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un vrai écart. Et donc, notamment la remarque qu'on faisait tout à l'heure, le fait que, oui, ils prennent plus de 3 points et que donc, même s'il avait la même réussite, forcément que sa réussite, elle allait baisser. Là, on voit quand même que l'évolution de son profil de tir et le fait qu'ils prennent plus de 3 points qui sont des tirs plus compliqués à mettre avec une moyenne plus basse, ça n'explique que en partie. Ça n'est qu'une partie de l'explication et de la baisse d'efficacité. Mais on ne peut pas imputer cette baisse d'efficacité simplement au fait de prendre des tirs plus difficiles. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Très simplement, puisque si vraiment c'était juste le fait de prendre des tirs plus difficiles mais de les mettre avec toujours une bonne efficacité, en fait, au niveau des points par tir et au niveau du true shooting, ça ne bougerait pas. Le true shooting et les points par tir, la valeur de cette stat et même le but, pourquoi elle a été construite et comment elle a été construite, c'est justement pour essayer de neutraliser ce facteur du profil de tir. Pour essayer de plus mettre sur le même plan de manière un peu trop bête et stupide les tirs à 2 points et les tirs à 3 points qui n'ont pas la même réussite. Donc, le fait est que si seulement Jaren Jackson avait changé son profil de tir et que du reste il aurait été aussi bon, aussi efficace, en fait, ça ne se verrait pas au niveau des points par tir et au niveau du true shooting, qui est la même chose. Et là, exemple très concret pour que vous voyez bien ce dont je veux parler, il n'y a même pas besoin d'aller très loin, on peut rester sur Jaren Jackson. Et notamment, la différence entre son année rookie, 2019, et son année sophomore, 2020. C'est-à-dire que si on prend le field goal normal, 2019 il est à 51%, et 2020 il est à 47%. Donc, là on pourrait se dire, bon, il y a une petite baisse, il est un peu moins efficace. Sauf qu'en fait, la différence entre ces deux années, même si le field goal percentage y baisse, la différence c'est que en 2019, il prenait 2,4 tirs à 3 points par match en moyenne, à peine 2,4 par match. Et en 2020, l'année d'après, c'était monté à 6,5. Donc c'est-à-dire que dans son répertoire, il a rajouté énormément de tirs à 3 points qui, par définition, ont une réussite
attendue bien plus basse. Et donc, ok, d'une part, son field goal percentage, il a baissé. Mais si on va voir au niveau de ses points par tir, c'était 1,19 son année rookie et 1,18 son année sophomore. Donc vraiment, quasiment identique. Donc là, vous voyez que entre la saison rookie de Jaren Jackson et la saison sophomore, là, oui, là, c'est simplement le fait de prendre des tirs plus difficiles avec un pourcentage attendu plus bas qui fait que le field goal percentage, il bouge. Mais du point de vue de la productivité réelle, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le true shooting, ou donc les points par tir, en fait, Jaren Jackson était aussi efficace. Il prenait des tirs qui rentrent moins souvent, et donc, du point de vue du field goal percentage, ont des pourcentages plus bas. Mais par contre, son impact réel, son vrai shooting, son true shooting, sa productivité et son efficacité, finalement, c'était la même chose. Et donc, tout ça pour dire aussi que là, finalement, au niveau de la saison 2022, là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Si on compare la saison rookie 2019 de Jackson et son année 2022, certes, il prend plus de 3 points, mais le fait est qu'il y a sans doute aussi un problème de réussite derrière, puisque au niveau du true shooting, au niveau des points par tir, ça bouge beaucoup. Donc, pour le reformuler, c'est pas simplement un défaut du field goal percentage qui vient un peu nous tromper, quoi. On n'est pas dans ce cas-là. Je pense qu'il y a vraiment une vraie baisse d'efficacité quelque part. Et donc, voilà, maintenant il nous reste à la trouver. Où est-ce qu'elle se situe? Alors oui, je vous ai dit donc au niveau des points par tir, parce que j'aime bien, moi, je préfère cette version-là au niveau de l'efficacité, exprimer ça en points par tir tenté, je trouve que c'est plus imagé. Donc on a dit, il est passé de 1,19 son année rookie, 1,19 points générés en moyenne pour chaque tentative de tir, à 1,07. Ok, donc ça fait quand même une sacrée chute. Mais après, c'est vrai que si vous ne connaissez pas parfaitement cette stat des points par tir, et que vous ne connaissez pas l'échelle de tête de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien en termes de points par tir, cet écart-là, il vous dit peut-être pas grand-chose. Donc, ce que je vais faire aussi, c'est donner l'autre stat qui est le true shooting, cette fois sur Basketball Référence. Et au niveau du true shooting, si vous voulez, c'est la même chose, mais au niveau du true shooting, il était à 59% de true shooting en 2019. Donc son année rookie, 59. Et cette année, il est à 53% de true shooting. Et pourquoi est-ce que je parle de true shooting et pourquoi est-ce que je reviens sur Basketball Référence? L'intérêt, c'est que aussi, sur le tableau juste en dessous, on a ce qu'on appelle le true shooting plus. Donc, c'est-à-dire, si vous connaissez les épisodes précédents, les stats en plus, true shooting plus, le plus, en fait, ça veut dire qu'on compare le score du joueur par rapport à la moyenne NBA. Donc, c'est pour ça que je rebascule très rapidement sur Basketball Référence, puisque là, on peut voir d'un coup d'œil, sans avoir à trier, à filtrer l'ensemble des joueurs NBA, à faire des classements et des tableurs sur Excel, etc. Là, on voit directement que son année rookie, Jaren Jackson était un scoreur plus efficace que la moyenne, et en 2022, c'est un scoreur moins efficace que la moyenne. Et très concrètement, son année rookie, c'était 106 de true shooting plus, 106. Sachant donc que comment ça marche, la moyenne elle est pile à 100, par définition, on met la moyenne à 100, et donc 106, ça veut dire que son efficacité était 6% plus grande que le score moyen, alors que cette année, 2022, il est à 96. Donc, pour aller à 100, ça fait moins 4%. Et donc, cette année, Jaren Jackson est un scoreur moins efficace que la moyenne, à hauteur de 4%. En tout cas, son score est 4% plus petit que le score moyen NBA. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une vraie différence en 2022. Et pour le coup,
J'élimine un peu 2021 parce qu'il a fait qu'une dizaine de matchs et qu'il revenait de blessure. Mais même par rapport à 2020, en fait, 2019 et 2020, on est sur les mêmes standards, 106 et 105. Et là, c'est vrai que 2022, sa première vraie saison après la blessure, on est à 96. Bref, les chiffres, on s'en fiche un peu, hein, mettez-les à la poubelle. Retenez juste l'idée que Jaren Jackson est passé d'un scoreur plus efficace que la moyenne à aujourd'hui un scoreur un peu en galère. Bon, et maintenant, ce qui me paraît intéressant, c'est d'essayer de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que Jackson est un scoreur moins efficace et même aujourd'hui un scoreur aussi peu efficace? Donc, retournons sur Cleaning the Glass et on va essayer un peu de fouiller dans les zones du terrain. Ça, c'est assez pratique, c'est que le site nous permet de voir l'efficacité de Jaren Jackson selon les zones du terrain. Bon, là, premier constat, c'est que effectivement, on a une baisse d'efficacité déjà à 3 points. C'est-à-dire qu'en tant que rookie, c'était 36% à 3 points, ce qui est bon, hein, ce qui est plutôt bon. Et même son année sophomore, c'était 40%. 40% à 3 points, ça c'est vraiment excellent. Encore une fois, hein, la barre des 40%, c'est la barre symbolique des shooters d'excellence. Et donc il est passé de ça à, aujourd'hui, cette année, à peine 32% à 3 points. Sachant que donc 32%, c'est bien en dessous de la moyenne. Donc là, déjà, première piste d'explication assez conséquente, je pense, de pourquoi est-ce que Jaren Jackson est aussi peu efficace. Le fait est qu'il prend pas mal de tirs à 3 points et que ces 3 points, il ne les met pas avec une très bonne efficacité. Il prend 13 tirs et demi par match en tout, et il y a un peu moins de la moitié qui sont des 3 points, à peu près 6 par match qui sont à 3 points, et il les met avec une mauvaise efficacité. Donc ça, ok. Ça, c'est première grosse explication aussi de pourquoi est-ce qu'il n'est pas efficace. Pour l'instant, les 3 points ne rentrent pas. Ok, donc avant d'aller fouiller un peu plus du côté des tirs à 3 points, essayer de gratter encore un peu plus, restons sur ce tableau. Là, on voit aussi qu'au niveau des tirs à 2 points, donc la colonne juste à côté, là, on voit que là non plus, c'est pas très glorieux, puisque là, en termes de pourcentage sur les tirs à 2 points, Jaren Jackson est à 48% de réussite sur les tirs à 2 points. Bon, limite, le chiffre en lui-même, on s'en fiche, on connaît pas trop les standards, on les a pas en tête, mais sachez juste que c'est plutôt mauvais, voire même très mauvais pour un poste d'intérieur. Et d'ailleurs, hein, là, sur Cleaning the Glass, ils nous disent que c'est dans le 13e centile au niveau des intérieurs, c'est-à-dire que comparé à tous les intérieurs de NBA, il fait mieux que à peine 13% des intérieurs. Et donc, il fait pire que quasiment 80% des intérieurs. Donc, pire que, allez, on va dire, 75 ou 80% des intérieurs NBA, c'est plutôt mauvais. On va pas se mentir. Donc, bref, peu efficace à 3 points, première chose. Et ensuite, pas efficace du tout au niveau des tirs à 2 points. Alors, peut-être avant de continuer à creuser sur les différentes zones du terrain de manière encore un peu plus séquencée, peut-être ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que le site nous donne aussi la proportion de paniers qui sont assistés. C'est-à-dire que c'est vrai qu'une piste de réflexion qu'on pourrait avoir, une intuition qu'on pourrait avoir, c'est de se dire peut-être aussi que finalement, Jaren Jackson, il a grandi, c'est plus un rookie, c'est même plus un sophomore, et que donc finalement, peut-être que le Jaren Jackson de 2022, il est appelé à avoir bien plus de responsabilités dans le jeu, et donc finalement à se créer plus souvent son propre tir, et donc
mécaniquement à prendre des tirs plus difficiles. On aurait peut-être affaire à un Jaren Jackson plus responsabilisé au niveau de l'attaque, ce qui pourrait expliquer donc que les pourcentages sont en baisse de manière peut-être pas normale, mais en tout cas de manière logique. Ce serait une bonne piste, effectivement. Sauf que ici, pour le coup, ça se confirme pas trop. Puisque sur son année rookie, Jaren Jackson, c'était 69% de paniers assistés. C'est-à-dire que 7 fois sur 10, quand il mettait un panier, c'est quelqu'un qui l'assistait, donc quelqu'un qui créait le panier pour lui. Il y avait une assist. Donc, Jaren Jackson driblait au grand maximum 1 ou 2 fois avant de prendre le tir. C'est comme ça qu'on définit une assist, et donc c'est comme ça qu'on définit ce pourcentage. 7 paniers sur 10 étaient créés par autrui pour Jaren Jackson Jr. Et en 2022, on passe de 69% à 73%. Autant dire identique, et autant dire aussi que, du coup, à première vue, non. De ce point de vue-là, il semble pas que le profil, en tout cas le rôle offensif de Jackson ait beaucoup évolué. On voit que clairement, en proportion, ses coéquipiers créent pour lui le même nombre de paniers que par le passé. On n'est pas du tout dans le cas classique d'un joueur qui est appelé à prendre de plus en plus de responsabilités, à créer lui-même sur du dribble. Bon, là non. Là on est sur le même pourcentage de paniers assistés. Et même d'ailleurs, on peut regarder encore une fois dans le détail, au niveau des tirs au panier, même pourcentage de paniers assistés. Donc le volume de création personnelle n'a pas augmenté a priori. Et sur les 3 points, on est même à 99% de ces 3 points qui sont assistés. Donc autrement dit, la baisse d'efficacité à 3 points de Jaren Jackson Jr., elle n'est pas du tout due au fait de prendre des pull-ups, par exemple. Là, on est clairement sur un joueur qui à 3 points ne prend que des catch and shoot. 99% de ses paniers à 3 points sont assistés, sont créés par autrui pour lui. Donc, il est passé de 40% à aujourd'hui 32%. C'est pas du tout parce qu'il prend des tirs plus difficiles a priori. C'est plutôt que les tirs rentrent pas. Ok, donc continuons un peu nos recherches, et cette fois on peut décortiquer un peu les tirs à 2 points, et voir où est-ce que ça bloque en fait. Et là c'est vrai que c'est peut-être un peu inquiétant, puisqu'on l'a dit, son pourcentage global à 2 points est tombé de 56% à 48%, 56% son année rookie, 48% à peine son année 2022. Et quand on décortique un peu ces tirs de points, on voit que les tirs à mi-distance, il les met à une efficacité de 40%, ce qui est identique à son année rookie et à son année sophomore même, à ses 2 premières années en carrière, on va dire. En particulier, les tirs dans ce qu'ils appellent la short mi-distance, donc pas les longs tirs à 2 points, mais au contraire les tirs à 2 points autour du panier, mais qui ne sont pas directement sous le panier. Donc on va dire la raquette et un peu les zones de post-up autour, quoi. La short mi-distance. Là, il est à 39% en 2022, ce qui est l'équivalent et même l'identique de ses 2 premières années en carrière. Mais par contre, le seul endroit où ça bouge de manière très conséquente, ce sont précisément les tirs au panier. C'est-à-dire que la short mid-range, la zone de mi-distance autour du panier, mais pas complètement sous le panier, ça bouge pas. Mais par contre, les tirs pris directement au panier, là cette fois, il est passé de 69% à 58% à peine. Donc, il est passé de très très bon dans l'échelle des joueurs NBA et notamment des intérieurs NBA. Il faisait mieux que 75% des intérieurs NBA en termes d'efficacité au panier. Aujourd'hui, il fait mieux à peine que 15% des intérieurs NBA. Donc, la mine de rien, on a quand même une information assez intéressante. Et même, notamment, on va continuer de creuser et d'essayer d'en savoir plus sur ces fameux tirs au panier, mais
Là, ce qu'on peut dire quand même déjà, c'est que, rappelons-nous, Jaren Jackson s'est blessé au genou de manière assez grave. C'était justement en fin de saison 2020. Il a loupé quasiment toute la saison 2021 parce que il s'était fait une blessure, je crois que c'était au ménisque, donc blessure assez significative qu'il avait tenu éloigné des terrains assez longtemps. Et on n'est clairement pas sur une blessure mineure. Donc là, c'est vrai que d'instinct, on serait peut-être tenté de relier un peu les deux éléments et de se dire que peut-être qu'on a affaire à un joueur qui n'est pas totalement encore remis de cette blessure, ou en tout cas, qui n'a pas encore repris totalement sa forme physique. Le fait qu'un joueur qui se soit blessé au genou de manière assez grave aujourd'hui ne marque plus aussi souvent et même pas très bien autour du panier, c'est vrai qu'on est quand même un peu tenté de relier les deux éléments. Surtout que, pour le coup, moi je l'avais drafté. Non, je l'avais pas drafté. Je l'avais scouté à l'époque de Michigan State à la draft. Il faut dire aussi que l'explosivité, c'était pas du tout son fort à l'époque. C'est-à-dire que c'était un athlète assez incroyable de plein de points de vue. Bon, déjà, il y avait les mensurations physiques assez impressionnantes, de taille, de longueur de bras très imposante. Il y a le fait que déjà, il avait une plutôt bonne puissance, même à l'époque, déjà. Et puis, il y avait plein de questions de coordination, d'agilité pour son gabarit, de coordination de gestes, de fluidité, de capacité à descendre bas sur ses appuis, etc., etc. Enfin bref, il y avait plein de qualités athlétiques très intéressantes chez Jaren Jackson Jr., mais par contre, c'est vrai que l'explosivité, et notamment verticale, c'était pas du tout une de ses forces. Moi, je me souviens avoir pas mal insisté là-dessus, que ce soit justement pour la finition autour du panier, mais même pour tout ce qui était aspect défensif, de protection du panier. On voyait que ça manquait de verticalité, d'explosivité pure, un peu à la DeAndre Jordan des grands jours, ou ce genre de profil-là d'intérieur protecteur de panier. Jaren Jackson, lui, ça n'a jamais été ça. En défense, c'est vrai que c'est plutôt de la science du placement et son énorme envergure de bras. Mais c'est vrai que c'est pas du tout l'explosivité pure qui fait partie de ses qualités. Et donc, tout ça pour dire aussi que c'est pas quelqu'un qui avait un capital de base incroyable en termes d'explosivité. Et donc, finalement, je me demande à quel point, pour un joueur comme ça, c'était pas non plus une enclume, hein, on est d'accord, mais qui avait pas non plus une explosivité d'élite, je me demande à quel point peut-être une blessure assez grave, ça lui a pas retiré le peu qu'il avait, ou en tout cas la dose d'explosivité qu'il avait, ça l'a pas fait descendre à un niveau qui est peut-être aujourd'hui un peu insuffisant. Parce que c'est vrai que si on prend un athlète d'exception qui se prend une blessure, bon, ok, ça lui fait un peu diminuer son explosivité, ça lui fait un peu diminuer sa détente verticale, etc., etc., mais il part de tellement haut que finalement, même avec un déclin physique lié à l'âge ou lié à la blessure, ça reste suffisamment haut. Là, on peut penser par exemple à Clint Capela, qui est plus du tout le même athlète qu'on a connu à Houston, mais qui conserve quand même avec son déclin, conserve une assez bonne verticalité encore, et une assez bonne mobilité. Alors que c'est vrai que peut-être que Jaren Jackson ne s'est pas encore remis de sa blessure, et que donc finalement, lui qui partait déjà de pas si haut que ça en termes d'explosivité et de détente verticale autour du panier, la blessure pour l'instant ça l'a rabaissé à un niveau qui pour l'instant est peut-être insuffisant. Donc, continuons un peu de creuser au niveau des stats. On l'a dit, le pourcentage de réussite au panier de Jaren Jackson Jr. est très mauvais. Et même, au-delà du fait qu'il soit mauvais, il a considérablement baissé par rapport à ses 2 premières vraies saisons NBA.
2019 et 2020. Il était autour des 70% de réussite sous le panier. Aujourd'hui, il est à peine à 58%. Ce qui est vraiment très mauvais pour quelqu'un de son poste d'intérieur et de sa taille, et même de ses bras. On est d'accord. Évidemment. Bon, et puis, donc, pour continuer un peu à creuser, cette fois, laissons tomber Cleaning the Glass, qui ne nous apportera pas plus d'informations que ça. Et donc, à la place, allons voir plutôt du côté de NBA.com. Et ça, pour le coup, autant Cleaning the Glass, il y a certaines parties qui sont payantes, autant NBA.com, vous pouvez y aller aussi. Il y a toute une partie de stats qui est totalement gratuite, et c'est assez incroyable. Et notamment, ce qui va nous intéresser ici, c'est les fameuses tracking data. Donc, vous savez, ce sont des data, donc des données collectées par des caméras de mouvement qui sont capables de capturer le mouvement et le positionnement de chaque joueur sur le terrain et donc pouvoir classer tout un tas de données sur les manières d'opérer avec la balle par les joueurs NBA. Et donc, notamment, ce qui nous intéresse ici, ça va être, en particulier, les tirs près du panier. Pourquoi est-ce qu'on a une telle baisse d'efficacité au niveau du panier? Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas encore dit, mais pour le coup, entre le Jaren Jackson il y a 2 ans qui shootait à 40% à 3 points et celui de cette année qui est à 32% à peine, certes, ça fait une grosse différence, on est d'accord. Mais le fait est que le tir à 3 points est un exercice de toute manière très aléatoire où il y a pas mal de variances. Et 8% d'écart, ça peut paraître énorme, et ça l'est effectivement, mais avec le tir à 3 points, c'est pas impossible non plus que ce soit juste ça. Juste de la variance et juste un peu des fluctuations plus ou moins aléatoires. Si vous vous souvenez, on a fait un épisode avec Antoine en début d'année où Duncan Robinson était en galère totale au niveau du tir à 3 points, comme jamais. Et donc c'était un épisode qu'on avait fait début décembre, je crois. Mais sauf que si on prend donc les stats depuis début décembre, on est de nouveau sur un shooter à 40% de réussite sur plus de 8 tentatives par match. Enfin bref, quelqu'un qui a retrouvé un peu son efficacité. Donc c'est pour ça que j'ai envie de m'intéresser plutôt à l'aspect des tirs au panier sur Jaren Jackson Jr. parce que finalement, les tirs à 3 points, ok, il y a pas mal de différences par rapport au Jaren Jackson d'avant, c'est vrai, mais le fait est que c'est possiblement juste une partie de hasard. C'est peut-être beaucoup plus aléatoire, beaucoup plus variant. Alors que, pour le coup, c'est vrai que les tirs au panier, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup moins de variance, évidemment. Puisque le côté aléatoire d'un jump shot, et notamment d'un 3 points, il provient du fait que c'est un tir très loin du panier. C'est ça qui donne le côté aléatoire. C'est que plus on est loin, plus ça va être difficile, et donc plus ça va être improbable de mettre le panier. Mais sur des pourcentages autour du panier, c'est vrai que généralement, il y a très très peu de fluctuations en carrière, voire même très peu de fluctuations du tout, d'une année à l'autre, pour un joueur. Donc c'est pour ça que ça m'intrigue d'autant plus, c'est que, bon, les variations aux 3 points, ok, mais à la limite, ça fait partie du jeu. Les variations au niveau de l'efficacité au panier, ça, pour le coup, on peut être un peu plus inquiet, je pense. En tout cas, c'est un peu plus intriguant. On peut chercher. Donc, nos fameuses tracking data. Ce qui est assez intéressant, c'est que donc on peut séparer 2 aspects de tir au panier. Ce sont d'une part ce qu'on appelle les drives, donc les pénétrations balle en main jusqu'au panier, d'un côté, et de l'autre, ce qu'on appelle les touches dans la raquette, les paint touches, et donc, pour essayer d'expliquer très rapidement, ce que eux considèrent être des touches dans la peinture, des fois où le joueur a le ballon dans la raquette, dans la peinture, en gros, c'est qu'il reçoit la balle en étant déjà dans la raquette. Puisque c'est vrai que vous pouvez me dire aussi que le joueur qui fait un drive et qui va au panier, forcément, à un moment donné, il va être amené à avoir la balle dans la raquette. Donc ça pourrait être comptabilisé comme une paint touches. Sauf que non. Ce que eux définissent comme une touche de balle, une possession dans la raquette, c'est quand le joueur reçoit la balle en étant déjà dans la raquette.
Et donc, là où c'est intéressant, c'est que ça nous permet donc de séparer deux aspects qui sont l'aspect d'abord des drives où le joueur se crée son propre tir lui-même à partir du dribble et l'aspect des touches plus classiques de réception de passes dans la raquette. Et donc là, on est plutôt sur de l'exercice de catch and finish. En gros, hein, je caricature un peu, mais c'est en gros ça l'idée. Et donc là, de manière assez intéressante, on voit que au niveau des drives, donc les tirs créés balle en main par le joueur, son année rookie, Jaren Jackson, c'était 46% de réussite sur ses drives, sur les tirs en fin de drive, 46%, ce qui n'est pas excellent, ce qui est même pas bon, ce qui est, on va dire, dans la moyenne plutôt basse. Et pareil pour 2020 où il était à 48%, sachant que les meilleurs dans l'exercice, les Antetokounmpo, etc., sont autour des 58-60%, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Donc 46% à 48%. Et en 2022, cette année, il est à 44%, presque 45%. Donc là, pour le coup, c'est vrai que, premier constat, il n'y a pas tant que ça une grande différence. Pour reprendre un peu notre hypothèse de la blessure, c'est vrai que généralement, un joueur qui aurait perdu son explosivité, on pourrait s'attendre à voir sa capacité à aller chercher des paniers, notamment sur drive, sur balle en main et créé par lui-même. On aurait tendance à voir ses pourcentages sur drive baisser de manière significative. Forcément. Vous prenez n'importe qui s'est fait une blessure très importante, notamment au genou ou au pied, forcément, ses pourcentages, sa capacité à aller au panier, mais surtout sa capacité à finir autour du panier, elle va baisser entre avant la blessure et après. Or, là, c'est vrai que pas trop. On était sur un joueur qui était à 46-48% et qui, cette année, est à 45%. Donc c'est vrai que c'est un peu plus bas, mais c'est pas non plus un écart conséquent. C'est même, je trouve, un écart presque négligeable. Et même, d'ailleurs, ce qu'on peut dire de surcroît, c'est que finalement, il est un peu moins efficace, un chouïa moins efficace, mais à la limite, presque pas. Mais surtout, on voit qu'il fait plus de drive, 2 par match sa saison rookie, 4 son année sophomore, en 2020. Là, en 2022, on est passé à 5,5. 5 drives et demi par match en moyenne. Et surtout, on a un joueur qui avant prenait à peine 1,4 tirs en fin de drive par match. Donc c'était une source d'attaque finalement assez faible. À aujourd'hui, en 2022, un joueur qui a carrément doublé sa production et son nombre de tentatives de tir en fin de drive, 3,5 par match, avec Jaren Jackson. Donc non seulement la blessure ne semble pas avoir affecté sa réussite en fin de drive, mais même on a affaire à un joueur qui drive plus souvent qu'avant jusqu'au panier. Et pour le coup, ça n'a pas grand-chose à voir avec son temps de jeu, puisque déjà à l'époque c'était 26 minutes, cette année on est à 27. Donc le nombre total n'a pas augmenté parce qu'il joue plus qu'avant. Non. C'est dans le jeu, il va plus souvent au panier. Donc ça c'est bien. Et donc, par contre, la vraie différence dans le jeu de Jaren Jackson, elle est sur les possessions où il reçoit la balle dans la raquette. Déjà, d'ailleurs, en termes de quantité, d'abord, c'est-à-dire que 2019, c'était un peu moins de 7 touches dans la peinture, 7 possessions par match en moyenne dans la peinture, un peu moins de 7. Cette année, en 2022, c'est à peine 3 par match en moyenne. Sacré écart quand même. Sachant que le nombre de fois où il touche la balle de manière globale dans un match, encore une fois, là, il est identique. Donc c'est vraiment pas une question d'opportunité. C'est une vraie tendance dans le jeu. Il reçoit 2 fois moins la balle dans la raquette que c'était le cas auparavant. Même chose également au niveau des tirs tentés sur ces fameuses possessions dans la raquette. En moyenne, 4 par match il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est à peine 2 par match. Et puis donc,
surtout au niveau de son efficacité. On est passé de quelqu'un qui arrivait à convertir ses possessions dans la raquette avec une efficacité de 64%, 64%, à quelqu'un qui marque à peine avec une fréquence de 52%. De 64 à 52%. C'est quand même une chute vertigineuse. Donc c'est vrai que autant sur les drives, il n'y a pas trop d'impact, il n'y a pas trop de différence entre le Jaren Jackson d'avant et celui de cette année, autant là sur les possessions, vraiment les catch and finish dans la raquette, là on est vraiment sur un joueur bien moins efficace. Ça c'est clair et net. On est passé de un joueur qui était, il y a 3 ans, alors pas non plus dans les tout meilleurs de NBA évidemment, hein. On a des Dwight Powell qui a 75% de réussite au panier, en tout cas de réussite sur ses touches dans la raquette, ou des Antetokounmpo qui sont aussi à 72%. Donc, il y a 3 ans, avec 64%, Jaren Jackson n'était pas non plus dans le haut du panier. Il était plutôt vers le milieu parmi les joueurs qui avaient quand même un certain nombre de possessions dans la raquette. Alors que, cette année, avec son pourcentage de à peine 52% dans la raquette, c'est simple, c'est le 4e pire de NBA. Parmi les joueurs avec minimum 3 touches par match dans la raquette, c'est le 4e pire scoreur dans la raquette, sur des catch and finish, on va dire, de toute la NBA. Donc c'est vrai que c'est quand même un peu inquiétant. À ce niveau-là, on est vraiment sur des joueurs très peu efficaces. Et à l'inverse, à l'autre bout du spectre, on a des Mitchell Robinson à 78% sur ces touches-là, Brandon Clark, l'autre intérieur de Memphis, Robert Williams, Rudy Gobert, Miles Turner, Jarrett Allen, etc., qui sont autour des 75, 76, 77% de réussite sur ces touches dans la peinture. Donc là, avec 52, c'est vraiment très mauvais. Et donc là, moi du coup j'ai 2 hypothèses. Et d'ailleurs, c'est même pas impossible que ce soit un peu des deux à la fois. Je pense que d'une part, on a peut-être effectivement le facteur de la blessure qui peut peut-être le gêner, puisque autant sur les drives, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, ça n'a jamais été son fort, ça n'a jamais été une de ses qualités principales, l'explosivité pure. Jaren Jackson, même sur drive, et même surtout sur drive, c'était plutôt quelqu'un qui était dans le contrôle, dans la fluidité, dans la capacité à être plus agile que son vis-à-vis et que d'autres intérieurs un peu classiques qui devaient défendre sur lui. Et surtout en fin de drive, on avait affaire à quelqu'un qui était très baraqué, capable d'encaisser les contacts, et aussi quelqu'un qui avait une très bonne finition en termes de toucher de balle. Donc c'est pour ça que je pense que si, en effet, on a un Jaren Jackson Jr. qui n'est pas encore remis totalement d'un point de vue physique de sa blessure au genou, potentiellement ça l'affecte pas tant que ça sur drive parce que de toute façon il se servait pas trop de sa verticalité sur drive, il se servait pas trop de sa capacité à pouvoir exploser au panier en fin de drive sur des lay-ups, donc ça le gêne pas, il continue à faire ce qu'il sait faire avec sa puissance et son agilité et d'autres outils qu'il a comme ça. Donc là-dessus, ça ne l'affecte pas puisqu'il ne s'en servait pas de ça. Mais par contre, c'est vrai que potentiellement, sur tout ce qui est catch and finish, c'est pas impossible que là, le fait d'être moins explosif, là peut-être, ça le gêne. À la fois dans les tirs qu'il prend, ça le gêne de plus pouvoir monter peut-être aussi rapidement au panier, de pas pouvoir décoller du sol aussi vite ou de pas pouvoir monter aussi haut qu'avant. Première chose. Mais même deuxième chose, peut-être que ça l'empêche tout simplement d'avoir certains tirs qu'avant il était capable d'avoir. Et par là, j'entends notamment, évidemment,
le fait de pouvoir parfois réaliser des alley-oops ou des catch and finish un peu en verticalité sur des pick and roll ou ce genre de choses. Si effectivement il est plus aussi rapide pour décoller du sol et qu'il n'est pas capable de monter très vite, très haut pour punir sur des alley-oops ou pour punir sur des catch and finish avec sa verticalité, effectivement, t'enlèves ces tirs-là qui sont des tirs extrêmement rentables, des dunks, on va le dire, donc hyper rentables et qui boostent la moyenne. Peut-être que le fait de ne pas être remis, de ne pas être complètement en forme, ça l'empêche de pouvoir obtenir ces tirs-là et que donc, forcément, les pourcentages globaux sont plus bas. Donc c'est vrai que, vu ce qu'on connaît de lui, de son profil physique et de son jeu, finalement ça me surprend pas tant que ça de voir que une potentielle blessure pas encore totalement guérie, ça l'affecte sur catch and finish, là où ça ne l'affectait pas du tout sur drive. Pour moi, ça colle totalement. Après, ce n'est qu'une hypothèse, mais ça colle totalement. Et puis donc, deuxième hypothèse, je me demande aussi à quel point c'est peut-être une affaire de contexte et notamment de spacing. Et aux line-up qui sont très différents cette année par rapport aux autres années. C'est-à-dire que, rappelez-vous, l'équipe de Memphis en 2019, c'est une équipe où il y a encore Marc Gasol. Et notamment si on regarde les line-up les plus utilisés de Memphis cette saison-là, ce sont des raquettes Jaren Jackson et Marc Gasol. Ou bien Jaren Jackson et JaMychal Green. Donc, forcément, avec Marc Gasol et même encore plus avec JaMychal Green, on est sur des joueurs qui, à côté de Jaren Jackson, sont capables d'apporter du spacing, de se tenir très loin du panier. Donc forcément, ce sont des line-up où il va y avoir forcément beaucoup de place à prendre à l'intérieur et beaucoup d'opportunités. Or, la différence là avec le Memphis actuel de 2022, c'est que finalement, il y a quand même pas mal de minutes passées avec l'autre titulaire à l'intérieur, qui est Steven Adams. Et pour le coup, Steven Adams, c'est pas du tout quelqu'un qui peut vivre dans le périmètre. Marc Gasol, il avait un tir à 3 points, Marc Gasol, il avait des skills pour être un passeur dans le périmètre, et de manière générale, il était capable de se tenir loin du panier. Là, le problème avec Steven Adams, c'est que c'est quand même beaucoup moins le cas. Donc peut-être aussi, j'en sais rien, mais peut-être que ça peut se résumer aussi, en tout cas que ça peut être un facteur qui se rajoute à l'équation, le fait qu'il y a mécaniquement une raquette un peu plus bouchée cette année, un peu comme mon nez actuellement, et donc mécaniquement beaucoup moins d'espace pour tenter des choses dans la raquette. On voit que son nombre de possessions dans la raquette a baissé, le nombre de fois où il touche la balle dans la raquette, ça a baissé, mais également d'opportunités d'avoir de la place, de prendre des bons tirs. Ce qui donc pourrait expliquer que sa réussite aussi elle a baissé, peut-être aussi que quand tu prends des tirs dans une raquette où il y a plein de monde pour venir te contester tes tirs, c'est plus difficile que dans une raquette où il n'y a que toi. Il n'y a que toi et ton défenseur et où Marc Gasol il attend à 3 points. Peut-être. Donc voilà, je pense qu'il y a ces deux hypothèses-là, pour moi, qui tiennent un peu la route. Le fait que d'une part, on n'est peut-être pas un Jaren Jackson qui soit encore totalement remis d'un point de vue physique de sa blessure. Et en plus, comme on a dit que c'était pas quelqu'un qui était fondamentalement ultra explosif de base, le fait d'avoir un peu décliné à cause de la blessure, ça l'a fait descendre à un niveau insuffisant, on va dire, pour l'instant. Il va falloir qu'il regagne en explosivité. Donc il y a ce premier aspect. Première hypothèse, c'est celle de la blessure pas encore totalement guérie. Et puis deuxième chose, potentiellement aussi, c'est peut-être une affaire de spacing et une affaire de raquettes surchargées et de pas être capable mécaniquement de scorer aussi bien et aussi fréquemment dans le trafic, dans une raquette où il y a plein de monde, que dans une raquette totalement libérée. Et franchement, honnêtement, je pense que c'est pas impossible que ce soit un peu des deux, finalement. Je pense pas que ce soit totalement l'un ou totalement l'autre. Je pense que de manière assez plausible, on a un peu l'influence de ces deux facteurs à la fois.
peut-être juste pour finir, s'intéresser très rapidement au niveau de son jump shot, même si on en a un peu parlé déjà. Donc, c'est vrai que par rapport à ses 2 premières années en carrière, on est sur un Jaren Jackson qui ne met plus autant ses jump shots, et notamment à 3 points. Pour vous redire un peu les pourcentages, on était à 36% son année rookie, en 2019. 36%, c'est au-dessus de la moyenne, qui est autour des 35-36, donc plutôt bon shooter. Et en 2020, année sophomore, avant sa blessure, on était carrément sur du 40% de réussite sur plus de 6 tentatives et demie par match en moyenne. 40% sur un gros volume. Donc là, autrement dit, on était sur un shooter de très très bon calibre. Et là, c'est vrai que pour l'instant, en 2022, on est entre 31 et 32% de réussite à 3 points à peine. Sur un volume qui, c'est vrai, est toujours assez grand, mais on a parlé des tirs au cercle qui le font un peu baisser dans son efficacité générale. Il a beaucoup perdu d'efficacité au panier, certes, mais il y a un deuxième élément assez conséquent, je pense, c'est le fait aussi que son jump shot et notamment son tir à 3 points ne rentrent plus du tout, en tout cas plus autant qu'avant. Là, à 31% ou 32%, on est de manière significative en dessous de la moyenne. Alors que 40%, on était de manière très conséquente au-dessus de la moyenne. On est passé de très très bons shooters, voire même excellents shooters, d'autant plus pour un intérieur, à cette année vraiment très moyen, presque limite mauvais. Donc là, de deux choses l'une. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Les deux pistes de réflexion potentielles, on va dire, ce serait soit d'un côté, son profil de tir est devenu plus compliqué, il prend des tirs plus difficiles et donc dans ce cas-là, si effectivement c'est le cas, ce serait normal qu'il ne les mette pas aussi souvent. Si par exemple il prenait que des catch and shoot et aujourd'hui il prend que des pull-ups, évidemment qu'il ne va pas avoir la même efficacité sur ces deux types de tirs, évidemment. Soit donc, la deuxième hypothèse, c'est qu'on est sur le même profil de tir, mais que les tirs ne rentrent plus. On pourrait être dans le cas de un joueur qui est juste en panne d'efficacité sans qu'il y ait une raison tangible et concrète. C'est juste qu'avec le jump shot, ça fonctionne comme ça. Parfois, il y a des coups de chaud très très forts et parfois, il y a des trous d'air. Et donc, peut-être qu'on est simplement en présence d'un joueur qui est en manque de réussite pure. Et donc, pour savoir quelle est l'hypothèse qui prime, quelle est la vraie raison, ou est-ce qu'on est peut-être même sur un peu des deux, du coup, allons regarder les stats. Bon, je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, mais au niveau du nombre de paniers assistés à 3 points, on est quand même sur un joueur dont les tirs à 3 points sont assistés, sont créés par autrui 99% du temps. Donc là, a priori, on n'est pas du tout sur un joueur qui s'est mis à prendre plus de tirs difficiles, et donc ce serait de cette manière que son pourcentage tend à baisser. Non. Là, a priori, on est sur un joueur qui, quasi exclusivement, prend des tirs en catch and shoot ou pas loin avec seulement un ou deux dribbles pour que ce soit quand même une assist derrière. Et donc, on est sur un joueur qui n'a pas forcément fait beaucoup évoluer son profil de tir. Donc, cette hypothèse de le pourcentage a baissé parce que il se serait mis à prendre des tirs plus difficiles, pour le coup, c'est pas vraiment le cas. Bon, après, il y a peut-être un angle mort dans cette stat, c'est que forcément, un tir qui est assisté, ça veut dire que le panier est rentré. Mais donc en fait, peut-être que les tirs que Jaren Jackson met, ce ne sont toujours que des catch and shoot. On est d'accord. Mais peut-être que par rapport à 2020, il prend quand même plus de tirs en pull-up, plus de tirs difficiles créés par lui-même sur du dribble, et qu'il ne les met pas. Et donc, dans ces cas-là, on aurait pas mal de tirs en pull-up et donc un profil de tir plus compliqué, effectivement, mais qui ne serait même pas comptabilisé dans ce pourcentage de paniers assistés, puisque comme il les a pas mis, ils peuvent pas être assistés. Et donc, très simplement, pour résoudre ce problème et pour en être sûr,
on peut aller regarder au niveau des tracking data qui, elles, arrivent à départager les catch and shoot et les pull-up. Et donc, au niveau des tracking data, ce qu'ils nous disent, c'est que sur sa saison 2020, donc la fameuse année où il était à 40% d'efficacité à 3 points sur un gros volume, cette année-là, il prenait 5,7 3 points par match en catch and shoot. Et donc, je fais le calcul en direct, 5,7 divisé par 6,5 tentatives en tout, voilà, ça nous donne un total de 87% des tentatives de Jaren Jackson étaient prises en catch and shoot. 87%. Et donc, si on va voir pour 2022, on a un total de 5,2 tentatives par match en catch and shoot cette année. 5,2. Sachant que son total par match cette année, tout type de 3 points, c'est 5,7. Et donc, calcul en direct, 5,2 divisé par 5,7, ça nous fait 91%. 91% de ces 3 points cette année sont tentés en catch and shoot. Donc, 91 par rapport à 87, on est sur un niveau identique. On est même un tout petit peu au-dessus, mais à la limite, de manière totalement négligeable. Donc, on est vraiment sur une non-évolution de son profil de 3 points. Cette fois, on peut véritablement entériner le fait que non, cette hypothèse de c'est peut-être le fait de prendre des tirs plus difficiles qui a fait chuter son pourcentage à 3 points, là non, clairement pas du tout. Après maintenant, autre hypothèse qu'on va essayer d'exploiter, peut-être aussi que les catch and shoot qu'il prenait à l'époque étaient plus faciles, plus ouverts, avec le défenseur plus loin, et que cette année, comme on le connaît, comme les défenses savent que, justement, maintenant on sait que c'est un shooter d'élite qui est capable de faire des saisons à 40% à 3 points sur des gros volumes, peut-être que cette année, Jaren Jackson a peut-être aussi moins d'espace. Peut-être que les défenseurs sont beaucoup plus sur lui. Et que donc, certes, ce sont des catch and shoot comme il y a 2 ans, mais peut-être que ce sont des catch and shoot où le défenseur est en plein sur lui pour bien contester le tir, alors qu'avant c'était peut-être beaucoup moins le cas. Et que donc, le catch and shoot qui est très bien défendu, très bien contesté, il va avoir une probabilité de réussite et un pourcentage attendu moyen beaucoup plus bas que le catch and shoot ouvert. Donc, la solution, c'est sur NBA.com. On va regarder les tracking data. Ah, quoi que non. Alors, c'est des tracking data. Hein. Ce sont des données collectées par les fameuses caméras de mouvement. Mais pour y accéder, je vous le dis, sur NBA.com, c'est pas dans la rubrique tracking, paradoxalement. Il faut aller dans ce qu'eux, ils appellent le shot dashboard. Donc, littéralement, le tableau de bord des shoots. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que, justement, on peut classer par rapport à la distance du défenseur au moment où le tir est tenté. Non, mais tiens, d'ailleurs, c'est un peu pénible de faire comme ça. Donc, on va cliquer carrément sur le profil up. Voilà, si vous cliquez sur le profil du joueur, donc là, j'ai cliqué sur Jaren Jackson, là, vous avez le shot dashboard et vous avez tout d'un coup, en fait. Donc, c'est quand même un peu plus pratique. Et donc, on descend, hop. Ok, donc là on a la répartition des tirs catch and shoot, pull-up ou proche du panier. Ok. Le tableau suivant, on a la répartition des tirs selon le moment de la possession, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt entre 24 et 22 secondes, entre 22 et 18 secondes restantes à l'horloge, etc., etc. Ensuite, il y a la répartition par rapport au nombre de dribbles que tente le joueur avant de shooter. Donc ça, c'est quelque chose qui nous avait été utile, très utile pour l'épisode numéro 1 sur Luka Doncic. Et donc, ça y est, on arrive sur les fameuses répartitions de tirs par rapport à la distance du défenseur. C'est parfait. Ok. Donc, ce qu'ils nous disent ici, c'est que en 2020, donc sa fameuse saison à 40% de réussite à 3 points, Jaren Jackson obtenait 4,2 3 points, très grand ouvert. 4,2 par match en moyenne. Donc, c'est-à-dire que très grand ouvert, eux, ils définissent ça comme le défenseur se tient à plus de 6 pieds de distance du joueur.
Donc, 4,2, on prend la calculette. 4,2 divisé par 6,5, le nombre de tentatives totales à 3 points de Jaren Jackson. On est quand même sur un profil de tir où 64% des 3 points de Jaren Jackson, 64% étaient des 3 points très grands ouverts. 64%, donc plus de la moitié des 3 points de Jaren Jackson, c'était des tirs très grands ouverts. Ok. Et au passage, les shoots où le défenseur se tient très très proche de Jaren Jackson, il n'y en a quasiment pas. Là, ils nous disent qu'il y en a eu 14 sur toute la saison 2020. 14 sur toute l'année. Bon, c'est rien du tout. Et donc, maintenant, allons sur 2022. Et cette fois, en 2022, bon, pareil, les tirs où le défenseur est collé à lui au moment du shoot, c'est pareil, 0,3 par match en moyenne, donc quasiment rien du tout. Et les 3 points très grands ouverts de Jaren Jackson, on en a 3,7 par match en moyenne. 3,7. Donc, calculette. 3,7 3 points grands ouverts divisé par le nombre total de 3 points, 5,7, et ça nous fait un pourcentage de... Ah bah tiens, 64% également. Donc en proportion, Jaren Jackson prend autant de tirs grands ouverts cette année que lors de sa saison 2020 où il était à 40% d'efficacité à 3 points. Donc là, pour le coup, l'argument, ou en tout cas l'hypothèse qu'on avait eue de se dire peut-être que, ok, dans les deux cas, il prend beaucoup de catch and shoot, mais peut-être que cette année, il est un peu plus défendu par les défenses adverses, et que donc ses tirs sont de moins bonne qualité, là, pour le coup, c'est pas trop le cas. C'est même pas du tout le cas. On peut complètement effacer cet argument. Dans les deux cas, 2020 et 2022, on est sur du 64% de 3 points qui sont très grands ouverts, même pourcentage. Également, même pourcentage de 3 points qui sont un peu ouverts, mais pas trop. Et même pourcentage de 3 points pas du tout ouverts, où le défenseur est en plein sur lui. Donc bref, il a exactement le même profil de tir. Et donc, mécaniquement, s'il prend les mêmes tirs, mais que les pourcentages ne sont pas les mêmes au final, oui, c'est que, en fait, il les met plus comme avant. Et donc, très concrètement, ces fameux 3 points grands ouverts, en 2020, il les mettait à 43% de réussite. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est vraiment bien. Et cette année, c'est un pourcentage qui est tombé à 36%. Et pour le coup, les standards de ces tirs grands ouverts, c'est pas les mêmes que les habituels. C'est-à-dire que les 3 points, de manière générale, la moyenne est autour des 35 ou 36%. Donc voilà, là, on pourrait se dire, il est pile dans la moyenne. Mais oui, mais sauf que non. Si on prend la moyenne des 3 points grands ouverts, elle est plutôt autour des 38%. Donc là, on est sur un joueur qui prend pas mal de tirs grands ouverts, mais qui les met un peu en dessous de la moyenne. 36% contre une moyenne qui est autour des 37-38%. Donc, on a résolu un peu le mystère d'un point de vue statistique, mais maintenant, on peut un peu laisser tomber les stats. Comment est-ce qu'on explique que Jaren Jackson ne mette plus ces tirs-là ? Très bien, on a résolu le problème d'un point de vue des stats et des chiffres, ok, mais maintenant, comment est-ce qu'on l'explique ? Là-dessus, je pense que moi, j'ai 2 hypothèses. D'abord, très simplement, je pense qu'il y a potentiellement l'influence de la blessure. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça alors que, a priori, quand on fait un jump shot, c'est pas avec les jambes ? C'est que si, justement, si. Dans un jump shot et dans un tir en général, un 3 points ou
n'importe quel type de jump shot, les jambes sont un élément capital. Et même, peut-être d'autant plus avec un joueur comme Jaren Jackson, qui a une mécanique de tir qui, justement, n'est pas un jump shot. C'est pas il saute en l'air, il trouve un équilibre et ensuite, à la fin du saut, il relâche le tir. On est plutôt sur un joueur qui a une mécanique de tir assez compacte, où il y a tout qui se fait en même temps. Le relâchement du ballon se fait en même temps qu'il pousse sur ses jambes. Donc c'est vrai que j'ai pas la réponse, mais si effectivement il est encore un peu gêné au niveau de son genou, on rappelle blessure assez grave au niveau du ménisque, peut-être que potentiellement, au moment de pousser sur ses jambes pour générer l'énergie à envoyer dans le ballon et à mettre dans le jump shot, peut-être qu'il a une petite gêne physique au niveau de son genou et qu'il n'arrive pas totalement à générer la même puissance, ou en tout cas avoir le même contrôle sur cette poussée des jambes et sur l'énergie à transmettre au ballon. C'est pas du tout impossible. Le jump shot, il faut bien avoir conscience que c'est un exercice où, c'est une machine très très bien huilée. Il faut qu'il y ait une certaine coordination de plein de mouvements à la fois, que ce soit le placement des pieds, la poussée sur les pieds et sur les jambes, le fait de s'élever en l'air, la position du bras, le déclenchement du ballon, le relâchement du ballon, le toucher du ballon au dernier moment du relâchement, etc., etc. Il y a plein de mouvements à devoir coordonner en même temps. Et donc c'est vrai que parfois il suffit qu'il y ait un seul petit grain de sable qui vienne s'immiscer dans ce rouage pour qu'il y ait l'ensemble qui fonctionne pas bien du tout. Donc voilà, moi ma première hypothèse c'est que potentiellement, on n'est pas forcément sur un Jaren Jackson complètement rétabli de son ménisque, et donc potentiellement que la machine du jump shot, qui est censée être une machine très très bien huilée, peut-être que ça coince un peu parce que tous les éléments ne se coordonnent pas si bien que ça au moment du jump shot. Après, la deuxième hypothèse, c'est que peut-être que c'est juste du hasard. Peut-être que c'est juste de la malchance et que c'est juste un passage à vide totalement aléatoire, sans qu'il y ait de véritable explication, et que voilà, c'est un trou d'air comme ça arrive parfois. Encore une fois, le jump shot, c'est quelque chose de très aléatoire. Et donc, mécaniquement, pas au niveau de la mécanique de tir, mais de manière inhérente au jump shot, il y a beaucoup de variations. Et donc, parfois, on rencontre ce genre de fluctuations sans qu'il y ait trop d'explications. Après, quand même, petite remarque, en tout cas, autre hypothèse, c'est pas impossible non plus que le vrai niveau de Jaren Jackson, finalement, se situe un peu entre les deux. Je rappelle, Jaren Jackson, au niveau de la fac, ok, il shootait à 40% à 3 points, mais c'était à peine une tentative par match, sachant qu'une saison NCAA, c'est 30 matchs, donc 40% à 3 points, ok, mais c'était sur 30 tentatives. Donc ça vaut pas grand-chose. Mais je pense que potentiellement, le vrai niveau de Jackson se situe entre le 40% qu'on a connu en 2020 et le 31-32% de cette année. C'est vraiment pas impossible puisque, déjà, comme on vient de le dire, avec le jump shot, on a des variations aléatoires qui peuvent arriver assez fréquemment. Donc c'est pas impossible non plus que cette année il soit en dessous de son niveau à cause du hasard, mais que en 2020 il était peut-être aussi un peu au-dessus de son niveau, encore une fois, à cause du hasard. C'est-à-dire que la malchance pure et aléatoire de cette année, il y avait peut-être eu un peu la même à l'époque, mais de manière positive. C'est pas impossible. Et que donc finalement, c'est vrai que si on compare 2022 à 2020, on se dit waouh, il a perdu 8 points de pourcentage, c'est beaucoup. Mais sauf que, en vérité, si son vrai niveau il est à 36 ou 37%, du coup le différentiel il est beaucoup plus normal. Il est beaucoup moins inquiétant. Si son vrai niveau c'est simplement d'être autour des 36%, à partir de 36 il a un peu surperformé jusqu'à 40 en 2020, et à partir de 36 il a un peu sous-performé en 2022 pour aller à 32. On est encore sur un joueur qui n'a pas non plus un énorme passif derrière lui. Je répète souvent que un pourcentage au jump shot commence à être pertinent autour des 250-300.
les études disent aussi que on connaît pour sûr le niveau d'un jump shooter, cette fois non pas pour que le pourcentage soit pertinent, mais pour en être à peu près sûr, on est autour d'un échantillon qui doit être à peu près à 700-800 tentatives à 3 points. Donc c'est vrai que son année 2020, qui était assez impressionnante et totalement encourageante, finalement ce n'est que 300 et quelques tentatives à 3 points cette année-là. Ça n'était qu'une saison sophomore, avec une saison rookie où il n'a pas tant shooté que ça, mine de rien, à 3 points. Et d'ailleurs, finalement, si on prend sa carrière dans son ensemble, on est à 810 tentatives à 3 points et on est à 36%. Donc en fait, peut-être que c'est ce chiffre-là qu'il faut considérer. Peut-être que c'est ce pourcentage-là qui est le plus stable et celui auquel il faut se fier le plus. C'est le 36% sur 800 tentatives en carrière. Après, je comprends, moi-même, j'adore Jaren Jackson. Et j'ai très envie de dire que son vrai niveau, c'est celui des 40% de 2020. Mais bon, de manière un peu objective, le 36% en carrière sur plus de 800 tentatives, je pense que ça reste un meilleur indicateur que prendre seulement une saison individuelle. C'est-à-dire que une saison et 300 tentatives, c'est toujours mieux que 4-5 matchs, on est d'accord, mais une saison et 300 tentatives, ça reste quand même beaucoup moins bien en termes de taille d'échantillon que une carrière dans sa globalité, et que 800, 900, 1000 tentatives ou 2000 tentatives à 3 points. Le vrai niveau d'un jump shooter, c'est dans sa globalité qu'on le voit le mieux. C'est pas sur une saison individuelle. Et donc bref, tout ça pour dire que, finalement, peut-être aussi que Jaren Jackson, c'est simplement un shooter autour des 36-37%, donc un shooter moyen bon, même plutôt bon, mais pas forcément un shooter d'ultra élite comme il a semblé être en 2020. Et donc si finalement son vrai niveau c'est 36-37, le 32% d'aujourd'hui, il n'est pas autant inquiétant. Il n'est pas non plus, c'est pas bien, on est d'accord, mais il n'est pas inquiétant comme dans le cas où on se serait dit son vrai niveau c'est 40 et là il a complètement chuté. Non. Peut-être que finalement son vrai niveau depuis toujours c'est 36-37 et qu'il a eu une saison un peu au-dessus et une saison un peu en dessous. Et ça, ce genre de choses, ça arrive. Ça arrive régulièrement. D'autant plus si on rajoute le facteur de la blessure et le fait que s'il n'est pas totalement bien en forme, oui, forcément il va pas non plus très bien shooter. Surtout que, autre élément, et d'ailleurs, c'était pas prévu, mais on va boucler la boucle comme ça du coup. Je vous ai dit qu'à la base, ce qui m'a un peu poussé à m'intéresser à Jaren Jackson cette année, c'était je voulais savoir quel était son pourcentage au lancer franc. Du coup, occasion parfaite de conclure ce podcast. On boucle la boucle. Il y a aussi le facteur du pourcentage au lancer franc. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que, comme on a déjà répété assez souvent, les lancers francs sont un excellent indicateur puisque c'est un exercice beaucoup plus stable d'un point de vue statistique avec beaucoup moins de variance et donc on peut lire de meilleures informations sur le niveau d'un jump shooter. C'est peut-être un pourcentage un peu plus représentatif du niveau d'un jump shooter. Et donc, pourquoi est-ce que je pense aussi que finalement son niveau c'est peut-être pas celui des 40% à 3 points excellentissime de 2020? Finalement, si on regarde son pourcentage en carrière, on est sur 79% en carrière au lancer franc. 79. Et ça, pour le coup, c'est pas un mauvais pourcentage, mais c'est clairement pas un pourcentage d'élite. C'est même clairement pas un très bon pourcentage. C'est un bon pourcentage, mais pas un très bon. Et même si on regarde sa saison 2020 en particulier, donc la saison où il est à 40% à 3 points, le fait est qu'au lancer franc, il était à peine à 75%. Or, généralement, les shooters à 40% à 3 points, qui sont donc des shooters d'élite, ces qualités de shooter d'élite se transposent également au lancer franc. Et donc, généralement, pas tout le temps, mais généralement, ces joueurs-là sont autour des
85, 88, 90% au lancer franc. Or, là, le fait est que c'est pas du tout le cas. Donc là, pour le coup, c'est vrai que c'est plutôt un argument pour aller en faveur de cette hypothèse comme quoi 2020, c'est pas son vrai niveau. Et 2020, il y a eu peut-être un peu de surchauffe et un peu de réussite à 3 points et que son vrai niveau est peut-être en dessous de ça. En tout cas, c'est ce que son pourcentage au lancer franc de 2020 nous indique et c'est ce que son pourcentage en carrière au lancer franc nous indique également. A priori, 79%, on n'est pas du tout sur un shooter de très très haut niveau. Donc en effet, quand on recoupe un peu tous ces éléments-là, je pense que le vrai niveau au shoot de Jaren Jackson, malheureusement, c'est pas celui de 40% de 2020, c'est pas non plus celui de 2022 où il est à peine à 32%, mais c'est plutôt celui d'un bon shooter. Ni d'un mauvais, ni d'un très bon. C'est plutôt un bon shooter, au-dessus de la moyenne, qui shoot autour des 36-37% à 3 points, et qui shoot à 80% au lancer franc. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Bon, c'est pas mal. Petit épisode un peu improvisé, sans script, simplement en se baladant de stat en stat et de site internet en site internet. Et finalement, on a trouvé quand même pas mal de choses à dire, donc tant mieux. Alors, justement, cet épisode, il n'était pas du tout prévu, pas du tout scripté, un peu improvisé, mais normalement, on devrait reparler prochainement de Memphis et de ces jeunes joueurs. Normalement, ça c'est prévu au programme. J'ai beaucoup d'autres trucs prévus au programme aussi, sur pas mal de sujets assez variés. On verra ça, j'espère avoir un peu plus de temps pour le faire. Et j'espère aussi ne plus être aussi enrhumé. J'espère que c'était pas trop dérangeant aujourd'hui d'ailleurs, le rhume. Donc, voilà. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.